Alors, moi, ma conviction, c'est que, pour répondre à ta question, Nadia, c'est qu'il ne faut surtout pas que le législateur se mêle aujourd'hui de la blockchain. Il faut qu'il fasse ce que disent les anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle la théorie du sandbox. Laissez jouer les opérateurs dans leur bac à sable. Donc laissez-nous jouer avec nos tongs, nos pelles et notre seau. Laissez-nous faire des expérimentations et surtout ne régulez pas une technologie qui est en plein développement et que vous allez brider et scléroser. Donc la main du législateur, elle devrait trembler avant, je dirais, de réguler un phénomène en plein développement qui va être porteur évidemment de dynamisme pour l'économie. Donc il faut surtout que le législateur s'abstienne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en a conscience. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et je crois qu'aujourd'hui, on tire les leçons un peu de l'Internet. En 95, on s'était posé la même question. On parlait de vide juridique, on parlait de trou noir juridique. Et heureusement, les lois sur l'Internet sont venues beaucoup plus tard. Et la grande loi française, par exemple, la LCEN, elle date de 2004. Donc c'est-à-dire presque 10 ans après l'émergence du phénomène dans le grand public. Donc je crois qu'il faut avoir la même sagesse de ne pas réguler vis-à-vis de la blockchain. Ça, c'est une première chose. Mais après, il y a une deuxième chose, c'est que le législateur, il peut quand même inciter. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour brider, il n'est pas là pour contrôler, mais il est là pour booster au contraire. Et c'est ce qu'a très bien fait d'ailleurs la récente loi d'avril 2016 sur les mini-bons, où on a été, je crois en France, les pionniers dans le monde à autoriser une expérimentation sur un système de financement pour les PME qui s'appelle les mini-bons, et où donc cette ordonnance de 2016, elle reconnaît, elle intègre dans le droit français la validité du phénomène blockchain. Donc ça, c'est typiquement le bon rôle du législateur qui doit stimuler l'innovation et surtout pas la brider. Ensuite, je crois qu'il ne faut surtout pas oublier le rôle du juge. Et c'est en fait le juge qui va être le plus souple dans cette affaire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de vide juridique pour la blockchain. Évidemment, vous avez peut-être suivi, c'est ce cas, ce fait divers à Toulouse où on a forcé plusieurs personnes à transférer des bitcoins sous la menace. Donc évidemment, un fait comme ça, il reste appréhendé par le droit. C'est un vol qui est évidemment passible des tribunaux. Si, par exemple, je fais une transaction sur une plateforme en bitcoin et que cette transaction n'est pas exécutée, eh bien, il y a bien une loi qui s'applique, il y a des conditions générales, il y a une loi nationale qui va régir le contrat qui se noue entre le client et la plateforme. Donc on voit bien que la blockchain, elle n'est pas hors du droit, elle n'est pas en marge du droit, ce sont des fantasmes dont il faut se prémunir. Elle est dans le droit, comme l'Internet est dans le droit, mais elle l'est à sa façon et elle n'a pas besoin d'un sacre, elle n'a pas besoin d'un baptême pour exister, c'est un fait. Et ce fait, il s'impose à tous, il s'impose aux juges, il s'impose au pouvoir public, il s'impose aux législateurs et ils vont devoir faire avec. Donc, et c'est une très bonne nouvelle. Je retourne sur la question de la juridiction en disant peut-être que ça serait intéressant qu'il y ait une sorte de protection ou une bienveillance au niveau juridique. Alors, moi, en tant que juriste, je ne crois pas aux lignes Maginot juridiques. Je ne crois pas que ce soit la règle de droit qui permettra de construire des champions dans le domaine du digital et dans le domaine de la blockchain. Je crois que c'est d'abord notre performance en termes d'innovation. Et donc, j'en reviens à mon idée de départ, c'est-à-dire la loi, elle est là pas pour brider, elle est là pour accompagner, pour stimuler. Donc oui, elle peut créer un cadre, mais ce n'est qu'un cadre. Et c'est aux acteurs après, derrière, d'être les meilleurs et d'être... voilà, il ne faut pas évidemment que notre réglementation, elle soit en discrimination par rapport à la réglementation qui sera en vigueur à New York ou à Tokyo, bien évidemment. Il ne faut pas qu'on ait des handicaps compétitifs sur un plan légal, réglementaire, et on sait que c'est très important. La bataille, elle se joue aussi sur le terrain légal. Mais je crois que ce n'est pas la cause principale d'une performance ou d'une non-performance. C'est un élément de la performance. Oui, sur le sujet, je vais rebondir sur Vincent. Là, je pourrais presque changer de table. Je suis désolée, mais je suis... Attention, un des... bouleversement scénographique. Ouais, non, mais il y a un des objets qui est fascinant sur blockchain, c'est qu'il amène les gens à collaborer et à travailler ensemble. C'est comme ça que moi, je peux travailler avec le monsieur qui est en face de moi et qu'on finit par être punk ensemble. Et la blockchain, c'est un énorme outil de collaboration et d'innovation parce que ça perturbe tout le monde, ça perturbe sur sa gouvernance, c'est anti-jacobin. Vous avez tous eu une mère, un père ou inversement, un prof, un chef, voilà. La blockchain, c'est réfléchir sans tout ça et ça nous fait bosser ensemble. Et Primavera vous a parlé d'économie collaborative ce matin, elle aurait pu parler d'économie circulaire. On a parlé, Kim a parlé de l'Internet des objets et de la robotique. C'est un formidable outil pour que tout ça, ça fonctionne demain. Et il faut le prendre comme ça, il faut pas le prendre tout seul en se disant c'est Bitcoin, etc. Et pour moi, Bitcoin, c'est une étape. Les blockchains de consortium, c'est une étape pour autre chose. Et on n'a pas fini, quoi.
Tout à fait, il existe de plus en plus de nouveaux types de blockchain, avec des nouveaux algorithmes. Le jour, la blockchain qui est en train de monter, qui est en train de commencer à rattraper le Bitcoin, mais de très très loin, c'est des technologies qui utilisent uniquement l'IoT, où ils ont carrément sorti l'humain. C'est le système de Tangle, par exemple, qui commence à être très répandu uniquement dans le monde industriel, même dans le monde de l'armement et de la santé, pour tous les pays scandinaves. Actuellement, c'est le système où finalement le tiers de confiance du consortium humain est transformé en consortium robotique, où même la monnaie échangée n'est pas faite pour être une monnaie humaine, mais une monnaie entre les différents robots pour proposer de nouveaux services aux clients. Donc là, on va loin. Alors, le souci de ces autres types de blockchain, c'est que, en gros, ils n'ont pas tous le même système de sécurité. Par exemple, tu parles des Tangle sur IOTA. Les cryptographes à qui je parle des Tangle, ils rigolent doucement parce que globalement, il y a plein de choses que IOTA, par exemple, essaye de réinventer qui, en fait, ne sont pas éprouvées avec le temps. Et la blockchain, il faut que ce soit hyper sécurisé, le plus sécurisé possible. À partir du moment où on a un système de blockchain où il y a des failles, ce n'est plus une blockchain, par définition. Donc moi, je suis un fier Bitcoin maximaliste, et je pense qu'il n'y aura qu'un seul TCP/IP de la blockchain. Et que ce sera Bitcoin. Et que toutes les nouvelles, on va dire, features, la scalabilité, les smart contracts vont être implémentés dans des couches au-dessus de ce protocole de base. Sur Internet, on a eu IP, TCP, HTTP, et ensuite Twitter, Facebook.